Ben voilà, en fait, cette intervention d'Hugues Bayet qui est ici présent est préenregistrée. Nous sommes le 7 juillet aujourd'hui. Voilà donc le sujet de l'IA et du remplacement de l'humain, tout l'impact social, économique et sur le monde du travail que ça va engendrer. Je ne connais pas beaucoup d'hommes politiques. Le seul que je connais, c'est Hugues, que je connais depuis de nombreuses années, qui est mon bourgmestre. Je suis un de ses administrés, qui fait un boulot formidable pour ma ville et qui a eu la gentillesse de venir. Il est député fédéral au gouvernement belge. Ici, on ne va pas parler d'étiquette politique, ça va vraiment être la vision du politicien sur le sujet. Et j'ai quelques questions à lui présenter, s'il veut bien. Mais avant ça, on va lui demander si tout va bien pour lui. Est-ce que ça va? Bonjour, oui, super. Super. Tout va bien. Ah ben super. Je vais te poser la première question, hein, je vais l'afficher. Est-ce que toi, comme homme politique, tu prends vraiment au sérieux la menace du remplacement massif des emplois par l'IA et la robotique dans les prochaines années? Et j'aurai un tableau à te montrer si tu veux bien. Oui, je pense que c'est vraiment une menace et qu'on analyse en étant évidemment conscient de la difficulté de faire des prédictions. On n'est pas des robots, donc on ne sait pas prévoir à long terme. Mais c'est clair qu'un recul de l'emploi est possible. Hein, depuis l'industrialisation, on connaît ça. Mais ici, je crois qu'on s'attend plutôt à une transformation des exigences en matière de compétences. J'ai lu plusieurs enquêtes qui ont été publiées, notamment par le syndicat libéral, l'ancienne CGSLB, Sinova maintenant, qui disait qu'en fait 7% des emplois pourraient disparaître, mais que c'est surtout 50 à 60% des emplois qui pourraient être appelés à évoluer de manière significative. Et au Forum économique mondial, l'année passée, il disait aussi que 35% des compétences actuelles des travailleurs belges, en fait, elles pourraient devenir obsolètes d'ici 2030, parce que ce n'est pas vraiment les travailleurs qui vont être remplacés par l'IA, mais c'est plutôt les travailleurs qui ne savent pas utiliser l'IA qui vont rester de côté. Et donc, il y a évidemment un point d'attention tout particulier sur les jeunes, parce que ce sont surtout eux qui payent aujourd'hui, qui sont bloqués aux fonctions juniors dans les entreprises. Or, si on veut aussi qu'ils deviennent des cracks de l'IA, il faut leur laisser ces emplois-là. Et même dans d'autres régions du monde, je pense notamment à une étude qui était parue à l'université de Stanford aux USA, où on disait que c'était les jeunes la cible prioritaire, parce que les emplois là pourraient baisser entre 15%, je pense, pour les 20-25 ans. Et donc, ça sera un problème. Il y aura certainement une petite perte, mais ce sera plutôt, selon moi, un changement de compétences des travailleurs. Mais il faudra quand même identifier les entreprises qui prétextent de l'arrivée de l'IA pour simplement justifier des licenciements qu'ils auraient quand même fait, même s'il n'y avait pas de l'IA. Donc, c'est un sujet vraiment compliqué. Avant que je te montre le tableau, je vais t'expliquer. Moi, je travaille dans les télécoms. Je ne citerai pas la boîte, bien sûr, c'est normal. Chez nous, ils ont prévu que jusque 2030, tous les départs à la pension, les gens qui quittent la société, il n'y aura plus qu'une personne sur 3 qui sera remplacée, et parce que l'IA commence à s'intégrer dans les systèmes. Voilà. Donc ça va encore, c'est progressif, ça fait quand même peur pour l'avenir. Mais je te montre un tableau intéressant. J'ai fait une recherche, j'ai fait une synthèse, et voilà la situation selon plusieurs instances. Actuellement, apparemment, les tâches administratives pourraient être menacées à hauteur de 60-70%. Il y en a qui disaient 80%, mais bon. Voilà. Les supports clients aussi qui seraient impactés, donc tout ce qui est call center, support, etc. Les contenus créatifs, donc tout ce qui est les designers, art graphique, certains musiciens aussi. Apparemment, il y aurait une grosse perte aussi dans le créatif. Et les postes qui ne seraient pas touchés pour l'instant, on espère, les métiers liés à la dextérité manuelle fine, les soins de santé, les relations humaines profondes, les jugements contextuels complexes, qui resteraient hors de portée. Je ne sais pas si tu as une réaction vis-à-vis de ça. On a beaucoup, ces dernières années, valorisé le travail intellectuel. Il fallait à l'UNIF pour réussir, et on dépréciait un peu les métiers manuels, et on se rend compte à l'heure actuelle que c'est très difficile de trouver un maçon, un électricien, un menuisier, etc. C'est vraiment une perle rare. Et
Oui, dans les modèles, dans les conceptualisations de produits, l'IA peut intervenir, mais pour le faire, ça reste quand même des mains qui doivent être demain. derrière. Par contre, c'est clair que l'IA est déjà en place dans plein d'institutions. On téléphone, c'est une IA qui vous aiguille vers le bon service, qui répond parfois même dans les administrations communales à vos questions. Vous voulez une carte d'identité, il faut tel et tel document, vous pouvez la changer moyennant le paiement de telle redevance, etc. Donc l'IA fait déjà toute une série de choses. Après, il faudra quand même toujours des gens derrière pour leur dire ce qu'il faut faire, modifier quand ça ne va pas, etc. Et donc, je pense que le plus important, c'est vraiment de faire en sorte, comme je le disais tout à l'heure, que les travailleurs de demain, et les actuels d'aujourd'hui, soient vraiment confrontés à l'IA pour pouvoir l'utiliser et s'en servir, plutôt que de le subir et de ne plus être considéré comme étant un travailleur actif. Maintenant, avec l'arrivée des super IA, donc ce sont des immenses calculateurs où l'IA aura encore une autre dimension. Là, on parle, comme tu as dit, au-delà de 2030-2035, qui pourrait encore avoir des pertes massives encore plus flagrantes, qui amène ma deuxième question, qui est là. Si des millions, c'est peut-être exagéré, mais si énormément de personnes perdent leur emploi à cause de l'automatisation, comment est-ce qu'on fait pour garantir un niveau de vie décent à la population? Parce qu'il va y avoir une cassure entre la production et... Oui, mais ta question est évidemment très intéressante, mais elle n'est pas neuve. Le remplacement du travail humain par les machines, c'est pas nouveau. On voit ça depuis la révolution industrielle. Et depuis la révolution industrielle, les propriétaires des moyens de production essayent à chaque fois d'augmenter leurs revenus, en augmentant soit le temps de travail, ou bien en baissant les salaires, et surtout en fixant le travail humain sur des machines pour augmenter justement la productivité du travail. Et c'est pour ça... C'est mon chien, excusez-moi. Et c'est pour ça qu'à l'époque, le socialisme... Bon, je le dis quand même, je suis socialiste. Le socialisme a vraiment été la réponse politique. Monsieur Bayet est de gauche, vous l'aurez compris. Voilà. Le socialisme, à l'époque, a été la réponse politique à cette captation de valeur, puisqu'en fait, on a essayé, via le Parti socialiste, de rééquilibrer la protection... Enfin, le rapport entre le travail et le capital. Et c'est pour ça qu'on a inventé toute une série de mécanismes de protection sociale, la protection contre la perte du travail, la caisse de chômage, ou bien contre les accidents du travail, contre les maladies. C'est là qu'on a inventé les mutuelles, etc. Et en fait, on a inventé des mécanismes de redistribution des richesses via l'impôt, les services publics qui sont accessibles à tous, l'éducation, la santé, etc. C'est accessible à tout le monde. Et donc, ce qui se passe, selon moi, avec l'IA, c'est pas vraiment nouveau, sauf que la captation de valeur, elle n'a plus lieu prioritairement dans les secteurs primaires comme c'était le cas avant. L'agriculture, l'industrie, etc., secondaire. Mais maintenant, c'est surtout dans le secteur tertiaire, et c'est ce que ton tableau montrait tout à l'heure, que ce soit les administrations publiques, les commerces, les activités financières, intellectuelles, de santé, etc. Et ce sera évidemment ces métiers-là, les métiers intellectuels, qui seront prioritairement touchés. Je pense aux fonctionnaires, aux médecins, aux avocats, aux traducteurs, aux journalistes, etc. Et donc, moi, c'est pour ça que je m'intéresse un peu à l'IA, c'est parce qu'il faut réinventer un socialisme adapté au XXIe siècle. En fait, il faut Ça va être un défi. Ça va être un défi. Oui, il faut évidemment qu'on défende les mécanismes de protection sociale qui existent, là où on voit que la droite essaie quand même de les démanteler via une... Il faut garder une protection solide pour ceux qui perdent leur emploi en raison de la transition numérique. Et pour répondre aux nouveaux enjeux de captation de valeur par les fournisseurs d'IA, je crois qu'il faut inventer toute une série de nouvelles mesures fiscales réadaptées, que ce soit la capitalisation boursière des GAFAM qui est quand même impressionnante. On voit bien que là derrière, il y a quand même toute une série d'impôts qui échappent à la Belgique, et c'est difficile de faire comprendre à un boulanger, à un garagiste, que doivent payer des impôts tant et plus, alors que les GAFAM n'en payent presque pas et sont d'ailleurs de plus en plus souvent condamnés parce qu'ils ne respectent pas nos législations. Question suivante. Oui. Est-ce que tu es favorable à l'idée d'un revenu universel? Je crois qu'il y avait Benoît Hamon en France qui avait bossé sur cette idée. Et il y en a plusieurs. Il y a notamment Benoît Hamon, il y a aussi Elon Musk, Mark Zuckerberg et consorts. Quand ça vient des gens de la droite, j'ai toujours un peu peur que ce ne soit en fait la pilule pour faire passer le fait qu'on supprime tout ce qui est lié à la protection sociale, parce que le débat existe depuis longtemps, il est aussi plus vieux que l'IA. Et là-dessus, on est un peu au PS méfiant, parce que
on a toujours un peu l'impression que ça peut être le cheval de Troie du démantèlement de la sécurité sociale. En disant, on va vous donner un revenu tous les mois, mais bon, tout le monde sait que l'argent ne pousse pas dans son jardin. Donc, Non. si on donne un revenu universel à tout le monde, il va falloir à un moment donné qu'on supprime quelque chose. Et donc, que ce soit pour le travailleur, pour l'indépendant, pour l'actionnaire qui recevrait, je sais pas, entre 500 et 1700 euros par mois, c'est un peu ce qu'on donne. C'est évidemment tout bénéfice au premier abord, mais si on supprime dans le même temps toutes les protections sociales, par exemple prenons un pensionné ou une personne qui est tombée malade suite à un accident du travail, etc., il va avoir entre 500 et 1700 euros. Ça va venir à la place soit des allocations de pension quand on est pensionné, ou les allocations de chômage, ou les allocations de maladie, et ça sera, à mon avis, très certainement insuffisant pour vivre décemment. Donc, il faut être attentif à ce débat-là, clairement. Mais moi, je pense qu'il faut plutôt améliorer notre système de protection sociale pour faire en sorte que personne n'ait besoin d'un revenu universel et que les mécanismes en place soient suffisants. Mais en tout cas, pas une allocation universelle pour supprimer les protections sociales. Parce qu'encore une fois, ça ne fera qu'enrichir les plus riches d'entre nous. Toujours les Qui mêmes. sont jamais malades, qui font du boulot, qui n'ont jamais eu d'accident de la vie, qui ne sont pas tombés en chômage temporaire ou économique et qui vont être affectés par ça. Ok, maintenant, c'est vrai que l'idée est séduisante parce que si c'est de la naissance au tombeau, j'ai envie de dire, on pourrait bloquer pour les enfants jusqu'à 18 ans sur un compte où personne n'a accès, que ce soit les parents ou l'État. Et ça leur donnerait déjà un bagage pour peut-être commencer dans la vie. Ça, c'est utopique, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai, comme tu dis, il faut... Non, mais dans les situations idéales, ça peut être quelqu'un qui n'a jamais eu de problème de santé, qui ne doit pas s'occuper de ses parents vieillissants, malades et qui ont une pension pas suffisante que pour payer un home, par exemple. Quelqu'un qui n'a pas de maladie grave. Quelqu'un qui... Là, on se calme, s'il te plaît. Quelqu'un qui n'a pas un souci de... Je sais pas, avec un de ses enfants à la naissance et que ça occasionne énormément de frais médicaux, etc. Ça peut bien se passer. Mais sinon, pour ces légendes que je viens de citer, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est ça qu'il faut mettre bout à bout. Peut-être un mix des deux mondes, hein, garder l'ancien système, mais par une taxation des produits sont robotiques et automatisés. Peut-être, il y a peut-être moyen de trouver un on pourrait l'utiliser via les taxes spécifiques de l'IA. Système vertueux. Ouais. Comment on finance un tel système? Serais-tu prêt à mettre en place des taxes spécifiques sur l'IA, les robots, les transactions boursières? Bien sûr, là aussi, l'idée n'est pas vraiment neuve. On a déjà voulu taxer les robots et on le fait déjà, je veux dire, dans la plupart des banques maintenant, dans les communes, puisqu'ils ont supprimé les guichets, on taxe les distributeurs de billets de banque, puisque c'est ces distributeurs de billets de banque qui ont en partie remplacé le personnel, donc c'est pas nouveau. Et nous, on est en faveur, je dirais, d'une taxe sur les transactions boursières, mais idéalement au niveau européen, évidemment, pour éviter qu'il y ait une trop grande concurrence. Il y a déjà eu quelques initiatives, mais je crois que le travail est encore long pour faire accepter cette idée à tout le monde et à tous les politiques en particulier. Mais en tout cas, il faudra quelques idées qui soient ambitieuses pour financer la transition. Et quand on voit, parce que le véritable problème en Belgique, on dit toujours on paye trop d'impôts, c'est vrai, mais donc ce qu'on veut, en tout cas à gauche, c'est rééquilibrer l'impôt, puisque 70% de l'impôt provient de notre travail ou de ce qu'on achète au magasin, la TVA. Seulement 30% sur le capital. Et ça n'est pas juste, parce qu'à un moment donné, quelqu'un peut gagner 2 millions en une journée en bourse, il ne sera pas taxé dessus, ou quasi pas. Quelqu'un revend sa société des milliards, il ne paye pas d'impôt dessus, alors que toi, moi, on est taxé à 50% chaque mois. Et donc, voilà, forcément, le capital et tout ce qui est lié à l'IA, aux robotiques, aux GAFAM, etc., c'est nouveau, donc on n'a pas encore une vraie analyse très détaillée et un recul suffisant sur la taxation, mais c'est clair qu'il faudra avancer là-dessus. Ma prochaine question, c'est surtout pour garantir une compétitivité de la Belgique. Hein. Ces taxes, pour toi, elles doivent être décidées au niveau européen selon toi? Oui, moi je pense que c'est mieux qu'elles soient décidées au niveau européen, même si certains pays, dont la Belgique, peuvent être un moteur pour pouvoir pousser les autres. Hein, ils peuvent lancer des impulsions. Et ce serait bien d'ailleurs que ces impulsions viennent de plusieurs pays européens. Je crois que le continent le plus riche, ça reste l'Europe. C'est 500 millions de consommateurs. Et donc, si on montre l'exemple, les autres vont suivre. C'est pas toujours
Trump qui doit dicter les règles. Ouais. Ne pas annuler des cartons rouges, mais ça, c'est un autre débat. Bon, en dehors du revenu universel, quelle autre solution, piste, tu proposerais pour protéger les gens face à cette révolution? Comme je le dis, moi, je pense qu'il y a deux aspects. Un, le premier, c'est vraiment la formation. Donc, ça faire en sorte qu'il n'y ait pas de fracture numérique professionnelle entre les gens qui savent utiliser l'IA dans le cadre de leur fonction, de leur boulot, de leur création, et ceux qui ne le savent pas, qui de facto vont être un peu mis de côté. Donc, on va créer une nouvelle classe de non adaptés au boulot, mais qui seront un peu les gens qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas un usage facile de l'IA, et les autres. Donc ça, c'est important en termes de formation et d'éducation. Et deux, c'est en termes de redistribution de richesse. Donc moi, je suis pour taxer les GAFAM, je suis pour les taxes sur les robots, parce que tout ça va permettre d'améliorer la redistribution des richesses. On ne va pas encore prendre 70% uniquement sur le dos des travailleurs, mais aussi sur ceux qui gagnent de l'argent dans le secteur boursier, dans le secteur numérique, de l'IA, etc. Ça je reviens sur la compétitivité. Si on fait une taxe au niveau européen, alors il faudra faire aussi, j'aime pas le mot, mais faire aussi une taxe de protectionnisme de tout ce qui vient de hors de l'Europe dans l'Europe. C'est un peu ce qui se passe maintenant avec Trump qui essaye de redresser les murs entre tout le monde. Mais je crois que au-delà des GAFAM, je crois que tous les États maintenant sont d'accord sur le fait qu'il faut harmoniser, et même le CDE travaille sur une taxation minimale de toutes les entreprises, que pour l'instant je crois qu'ils sont à 15%, que toutes les multinationales payent au moins 15%. Ils ne jouent pas ce jeu où je déclare plus dans ton pays si tu me fais payer moins d'impôts, donc j'y gagne, mais tu y gagnes aussi parce que sinon tu ne touches pas. Et que ce soit Apple, Google ou un tas d'autres, ont fait ça pendant des années. Et donc voilà, ça je pense que c'est pas correct et qu'il faut trouver une solution à ça. Je crois que la plus grande peur des gens, c'est aussi de créer un monde où il n'y aurait plus que de l'élitisme, quoi. Les gens lettrés, les gens qui ont fait des grosses études s'en sortiront. Les gens un peu plus modestes continueront à ramer. Je crois que c'est la plus grande crainte des gens vis-à-vis de... Oui, et quand on voit... j'ai vu un reportage, je ne sais plus si c'était sur Arte ou sur France 2, où on voyait justement des jeunes et l'IA, donc qui arrêtaient l'école, mais ça donnait des geeks de l'IA, et ils étaient vraiment à 100% dedans. Ils créaient des chansons, des films, etc. avec l'IA. Ils avaient quand même un succès relatif. Et donc, je pense que l'IA, c'est aussi une compétence comme une autre, et que parfois, il ne faut pas spécialement aller à l'université pour pouvoir bien s'en sortir avec ça. Et quand on regarde toute une série de youtubeurs maintenant, ils utilisent ça à merveille. Oui, c'est vrai. Tu penses qu'il faut surtout miser sur la formation alors et la reconversion des travailleurs? Moi, je pense qu'il faut vraiment, il y a une vraie nécessité d'une offensive de formation pour continuer à former, à reconvertir tous les travailleurs salariés actuels ou indépendants qui n'ont pas d'autre choix que de travailler avec l'IA. Il faut à la fois, je dirais, sur le plan curatif et sur le plan préventif. Sur le plan curatif, il faut garantir, moi je l'ai dit, une protection sociale solide à ceux qui perdent leur emploi en raison de la transition numérique, parce que c'est ce qu'on a un peu vécu avec la révolution industrielle, et donc il ne faut pas laisser encore des gens sur le bord du chemin. Et il faut mettre en place un accompagnement adapté qui permette rapidement un retour rapide à l'emploi, et donc il faut les former notamment dans l'IA, ou en tout cas leur proposer des jobs ailleurs où ils sont plus aptes. Et sur le plan préventif, je crois que je parle comme député fédéral, mais le législateur doit vraiment prendre des mesures nécessaires pour renforcer le droit individuel à la formation et le rendre applicable également dans les PME. Parce que sinon, comme tu le disais, on va se retrouver avec deux classes, les travailleurs qui savent utiliser l'IA et puis les autres qui ne le savent pas. Et pour les personnes plus âgées, ça va paraître comme étant quelque chose d'incompréhensible, de trop difficile. J'ai une anecdote. Comme on a connu nos grands-parents qui avaient du mal à utiliser un ordinateur. Et puis là, Facebook, c'est quoi? Je vais me faire avoir. Ah maintenant, c'est chouette, on peut retrouver des amis. J'ai une anecdote avec ma mère, moi, avec l'IA. Elle m'appelle une fois, elle me dit « Oh, j'ai vu une vidéo extraordinaire avec des singes. » Elle me montre sur son GSM, c'était des singes qui construisaient un pont. Elle me dit « Ils sont intelligents quand même. » Je dis « Maman, c'est de l'IA. C'est pas réel. » Mais ça fait peur. Ça fait peur quand on voit ça affreux, quoi. Voilà. J'ai encore une dernière question et une subsidiaire que je te poserai à la fin. Je te pose la dernière question. Oui. Si tu avais le pouvoir total à la Trump, non, je rigole.
Mais si tu pouvais proposer une seule grande réforme pour préparer la Belgique à tout ça, ce serait laquelle? Moi, je crois qu'il faut vraiment écrire un cadre législatif de l'utilisation de l'IA dans les relations de travail, évidemment, mais aussi dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on peut utiliser une photo de toi, le LOL, à détourner et la mettre dans les bras de Donald Trump ou de Madonna parce que ça peut aller loin aussi. On peut dire, bah, si je l'ai vu, il était là-bas. Bah non, c'est un montage avec l'IA, mais personne ne s'en était rendu compte. Vraiment aussi dans le travail, parce que je crois que la participation des travailleurs derrière l'IA, ça doit rester une condition essentielle à l'intégration de l'IA dans une entreprise. Et donc, on peut modifier les conventions collectives, la 39 par exemple, sur l'information et la consultation des travailleurs, etc. Je crois qu'il faut aussi assurer une transparence et une explicabilité totale des systèmes de l'IA. Je veux dire, ça ne me gêne pas de voir une parodie qui est créée par l'IA. Quand c'est écrit noir sur blanc, ceci a été généré par l'IA. Comme les films, ceci est inspiré d'un fait réel, mais c'est une fiction ou ça n'a rien à voir C'est avec déjà ce que YouTube exige maintenant, cette mention. je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut vraiment assurer cette transparence et cette explicabilité des systèmes, sinon on n'ira pas. Et je crois qu'il faut aussi surtout garantir un contrôle humain. Je crois que les systèmes IA en général ne peuvent pas substituer à l'intervention humaine, et surtout dans des domaines, je pense, je sais pas, la santé, Le militaire, sécurité, ou bien les au travail, au militaire, à la supervision de nos sites sensibles, etc. Ça ne peut pas être que l'IA qui doit gérer ça. Et donc, évidemment, il faut des garde-fous. Des garde-fous. Et puis, je dirais aussi, et ça, c'est plutôt lié à l'expérience qu'on peut avoir maintenant de tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, etc., c'est encadrer la gestion algorithmique du travail des IA. Et donc ça, il y a aussi des directives européennes, etc., sur les plateformes. Je crois qu'il faudra l'adapter, parce que sinon, ça va être comme Facebook, on va te proposer tout le temps la même chose, et on risque en fait de tourner en rond et que l'IA ne soit plus vraiment d'une utilité. Et puis, moi, je crois qu'il faudrait peut-être aussi appliquer un règlement IA. Parce que, par exemple, attends, parce qu'on sonne à la porte. D'accord, il n'y a pas de souci. On fait un break. On fait un break. Ouais. Je suis revenu, désolé. Il n'y a pas de souci. Par exemple, je pense à des entreprises qui utilisent l'IA pour sélectionner ou automatiser les candidatures de travailleurs, ou bien les évaluations de travailleurs. C'est quand même à haut risque. Et ça doit être soumis, je pense, vraiment aussi à des obligations de transparence et de contrôle renforcés. Ça me semble essentiel. Et donc, il faudra qu'on revoie la législation et qu'on écrive un règlement là-dessus. Voilà. Merci en tout cas. Ma dernière question, elle est plus locale, elle est plus liée à notre pays. Donc, désolé les amis français. Mais voilà, ça concerne la Belgique. Mais ça peut concerner les autres pays aussi. Pour le moment, le combat est fort misé sur tout ce qui est soins de santé, pension, pouvoir d'achat. Pour le moment, c'est vraiment la lutte que je vois au niveau du gouvernement. Lutte acharnée. Est-ce que cette question d'IA, actuellement, trotte dans la tête, que ce soit de la majorité de l'opposition? Actuellement. Oui. Donc, on a des commissions tous les 15 jours, et notamment une commission de recherche scientifique. Et dans cette commission, on analyse toute une série de phénomènes nouveaux, comme par exemple l'IA et l'utilisation de l'IA dans tous nos services publics, par exemple. Est-ce que les ministères fédéraux vont l'utiliser ou pas? Quels sont les risques? Quels sont les dangers, etc. Et donc, oui, il y a toute une série de recherches. On a des auditions régulières pour en apprendre plus, parce que le législateur, on peut tous à un moment donné ou à un autre être élu, et heureusement, on vient tous de secteurs et de parcours différents, et c'est ce qui fait notre richesse. Et donc, il faut évidemment qu'on soit nous aussi formés et qu'on apprenne des choses là-dessus pour pouvoir légiférer correctement. Donc oui, on en discute vraiment beaucoup. Ça va. Mais en tout cas, un grand merci à toi, Hugues. Merci à toi. Pour ta gentillesse, pour le temps que tu m'accordes et pour toutes les réponses que tu as fait, c'est super. Peut-être qu'on se recroisera un autre jour pour un autre sujet, on ne sait jamais. Avec grand plaisir. À bientôt. En tout cas, merci. Ciao, ciao. Au revoir.